Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales. Je suis de nouveau avec Simon-Pierre Gingras de Roy Lévesque et Associés, une firme, un cabinet expert conseil financier à Magog. On a déjà fait 2 épisodes bonus, donc 1 et 2. Je vous invite à les écouter, on ne va pas tout répéter. Puis j'ai déjà jasé avec Simon-Pierre le 14 novembre 2024 aussi d'Infinite Banking. Donc on s'était rendu compte que la stratégie qu'il apportait, ça intéressait des gens. Donc on fait une petite série de 5-6 épisodes pour présenter tout ça un petit peu plus en détail. Donc, j'ai partagé sur la page Facebook et sur Instagram la pyramide justement de création de richesse qu'on discute, qu'on jase avec Simon depuis 2 épisodes. Donc, le premier épisode, on avait vu le premier niveau, c'était éducation financière, conscience financière et stratégie d'épargne. Donc, c'était de s'éduquer, de devenir critique, de prendre conscience de ses chiffres et de réussir à épargner de l'argent. Dernier épisode, l'épisode 2, on a parlé d'assurance, donc d'assurance dommages, d'assurance pré-hypothécaire, auto, maison. On a également parlé d'assurance de personnes, donc invalidité qui était essentielle selon Simon-Pierre et moi, maladie grave aussi que je n'avais pas, mais qui me fait réfléchir, et d'assurance vie aussi, qu'on a jasé un bon 15-20 minutes là-dessus pour voir moi, est-ce que j'étais sous-assuré, j'avais mes arguments. Donc, Simon-Pierre amenait les siens. Donc, c'est super intéressant. Si vous n'avez pas entendu ce petit bout de conversation-là, je vous invite à écouter l'épisode 2 bonus avec Simon-Pierre. Aujourd'hui, pour l'épisode 3, on est toujours dans la fondation du patrimoine. C'est le dernier niveau. Donc, on avait dit qu'il fallait construire les fondations de la maison, de la pyramide solidement pour pouvoir faire grossir la pyramide plus haute après. On est encore dans les fondations, mais le dernier niveau, il y a 2 éléments. Protection des actifs et planification successorale. Donc, ce n'est vraiment pas mes domaines d'expertise comme investisseur autonome. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ce que tu as à dire, Simon-Pierre, sur ces 2 éléments-là. Ouais, good. Ça tombe bien. Moi non plus, c'est pas mes volets où je suis le plus calé. Je rappelle, là, on est un cabinet de services financiers qui est axé vraiment sur la planification financière, gestion des risques. Puis nous, on a fait le choix d'avoir un département de planification, un département qui est plus gestion des risques, assurance. Puis on a aussi des conseillers qui travaillent avec nous, puis des assistantes qui s'occupent plus du volet, mettons, investissement. Fait qu'on a 3 départements plutôt que d'être un homme à tout faire. On a décidé qu'on aimait mieux être des spécialistes dans chacun de nos domaines, puis de se consulter, nous, à l'interne, selon les besoins qu'on avait. Fait que cette partie-là est beaucoup plus étudiée par le département de planif de notre cabinet. Okay. Mais par contre, il retombe souvent sur mon bureau parce que ça va impliquer de l'assurance. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on travaille ensemble, mais c'est des besoins qui sont à la base flagués par la planif. OK. Puis pour le premier point, la protection des actifs, est-ce qu'on parle de ce qu'on a discuté dans l'épisode 2, justement, un peu les assurances, ou ça fait référence à d'autres choses? Bien, indirectement, ça fait partie des assurances, puis tu vas comprendre comment je l'amène. Puis on parlait un petit peu dans le pré-enregistrement de Willie Sutton, qui était un voleur de banque aux États-Unis dans des années qui avait des cowboys. 1900, bref, dans le temps, il y avait des vols de banque, qui avaient de l'argent physique qu'on pouvait voler. Puis, écoute, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou c'est un peu légendaire, mais bref, il semblerait que Willie Sutton s'était fait demander, après plusieurs vols, il s'était fait prendre, puis il se faisait toujours prendre, il s'évadait. Il s'est fait demander, mais Willie, pourquoi tu voles les banques? Puis il avait répondu, parce que c'est là qu'allait l'argent. Oui. Puis le point qu'il voulait faire, c'était, mais tu sais, s'il y a de l'argent à quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir mettre la main dessus. Ouais. Puis tu sais, l'exemple. On le voit avec la fraude en ce moment, puis tout, là, les personnes âgées qui se font frauder. Ouais, exactement ça. Fait que oui, c'est vrai, on peut aller dans cette avenue-là aussi. Mais tu sais, protection des actifs, ça pourrait être. Qui pourrait être Willie Sutton dans notre vie? Tu sais, je ne veux pas tomber politique, je ne veux pas tomber dans rien, mais un Willie Sutton dans nos vies, c'est l'ARC. Tu sais. Fait que, tu sais, les niveaux des dépenses du gouvernement augmentent, la dette augmente. Fait que, mais moi, selon moi,
probablement que le niveau d'imposition va aller en augmentant au fil du temps et de taxation. Là, je veux dire, des fois, ils baissent les impôts, mais ils montent les taxes. Je crois que dans les prochaines années, ils vont devoir venir en chercher un peu plus dans nos poches parce qu'ils gèrent mal leurs finances. C'est un peu ça. C'est ce que je pense. En même temps, on demande toujours plus de services là, comme population. On veut toujours plein de choses, mais on ne veut pas payer d'impôts à m'amener. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Absolument, mais je pense qu'on se doit de payer la juste part d'impôts. Ça, c'est vrai. Puis, malheureusement, le gouvernement va toujours te chicaner là, ou te réprimander pour le fait que tu n'as pas payé assez d'impôts. Mais par contre, il te laisse la marge de manœuvre de dire je te laisse organiser tes choses légalement. Je laisse certains barèmes, pour pouvoir organiser pour que tu en paies le moins possible légalement. Il y a fait que, tu sais, comme. Mais par contre, il ne viendra jamais te dire hey, tu as oublié de déduire ci, puis tu as oublié de déduire ça. Si tu en payes trop, il ne te le dira pas. Tu sais. Mais là, si on fait un lien avec la protection des actifs, exemple, que ce soit un Willie Sutton gouvernemental ou un autre Willie Sutton, comment, exemple, quand tu rencontres un client pour la protection des actifs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Oui. Bon. Fait que, tu sais, là, je dis le gouvernement, mais tu sais, il pourrait avoir un Willie Sutton, je ne sais pas, moi, j'ai un professionnel qui fait whatever comme travail, puis tu sais, il pourrait être tenu responsable personnellement de X actions. OK? Mais peut-être que cette personne-là voudrait venir mettre une portion d'actifs dans quelque chose qui est insaisissable. Tu comprends? Ouais. Ça fait partie d'un risque qui pourrait se présenter. Fait que, quand on dit ah, mais tu sais, au niveau personnel, un contrat d'assurance-vie permanent, c'est insaisissable. OK? Fait que si je le ramène encore là à mon bas de pyramide, si ma stratégie d'épargne, elle est basée sur un principe d'assurance-vie permanente, mais je viens me prévenir de certaines poursuites, de certains Willie Sutton qui pourraient apparaître dans ma vie. OK? Donc, juste un exemple concret. On va dire que moi, j'ai le podcast puis que je fais pas attention puis que je dis des choses, acheter tel titre à tel prix, acheter tout ça. Puis là, je me fais poursuivre par quelqu'un qui achète le titre. Puis bon, puis là, on va dire qu'il me poursuit pour 300 000. Je dis ça de même. Il peut venir chercher mes CELI, mes REER. Ça, c'est accessible pour un Willie Sutton comme ça, mettons, d'aller chercher ces choses-là. Mais si j'avais investi dans une police d'assurance à vie entière qui a une valeur de 400 000, puis on va dire que j'ai rien dans mes CELI, rien dans mes REER, il ne pourrait pas venir chercher mon argent. Mettons que je n'ai pas de maison, on va dire. Il ne pourrait pas venir chercher mon argent parce que c'est des actifs protégés. C'est ça, je comprends? Ben, tu sais, tes régimes enregistrés, tu sais, exemple, ton REER, là, sous toute réserve, là, tu sais, c'est plus difficilement saisissable par un créancier ou peu importe. Mais, tu sais, effectivement, tu pourrais dire, ben moi, j'ai pas d'actifs. J'ai un contrat d'assurance vie, puis ça, je le mets, c'est au côté personnel, hein, parce que là, ça pourrait être une police détenue corporativement, puis ça, c'est une autre affaire, OK? Mais du côté personnel, ben, cet actif-là, il est destiné à protéger un bénéficiaire, puis au final aussi, là, il est invisible. La seule personne qui sait que tu possèdes ce contrat-là, c'est l'assureur. Puis toi, là, si tu ne l'as pas dit. C'est pas déclaré, c'est pas. Exactement. Fait que, tu sais, c'est une manière de venir se distancer. Puis une histoire que les gens vont peut-être se rappeler, puis pas s'identifier, mais tu sais, on se souvient d'O.J. Simpson. Hein? O.J. Simpson a été déclaré non criminellement responsable, mais civilement responsable. Puis là, je ne suis pas en train de juger, là, c'est pas mal. Là. Je veux juste parler de la mécanique qui est arrivée. On n'est pas dans un podcast d'enquête criminelle. Non, exactement. Puis, tu sais, comme, je veux dire, s'il l'avait fait, il aurait dû être... Mais bon, je ne veux pas aller là. Mon point est que O.J. Simpson a été reconnu coupable puis devait payer civilement. Les montants m'échappent, là, mais O.J. Simpson n'a jamais versé un sou de tout ça. Pourquoi? Parce que son argent était dans des
dans des contrats exactement comme ça. Fait qu'O.J. Simpson a pu dire, ben parfait, moi je vais vivre en empruntant dans mes polices, puis essayer de saisir ce que vous voulez, je n'ai pas d'actifs. Fait que, tu sais, c'est une manière de venir se protéger d'un Willie Sutton. Ben, là, en protégeant un autre. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça, exact. Mais bon, on c'est comprend que je là, on veux dire, parle. je veux pas tomber Les personnes auditrices ne sont pas, on espère, des criminels qui vont utiliser ça pour se protéger, mais c'est ma dernière question pour la protection des actifs. On pourra passer à la planification successorale par la suite, mais tu parlais du gouvernement tantôt, mettons, qui peuvent augmenter les taxes et tout. Comment un produit comme ça d'assurance peut protéger tes actifs? C'est, à part si tu n'as rien autour de ça, fait que toi, la stratégie, c'est un peu de mettre tous les œufs là-dedans. Comme ça, c'est-tu parce que les impôts, mettons, là, excuse, là, je tourne autour de la question, les impôts, mettons que je fais 100 000 par année, Ouais. je suis imposé sur mon revenu brut, je mets ça dans la police d'assurance. Au contraire, si je veux m'évader des impôts, je suis pas mieux de mettre ça dans le REER parce que ça diminue mon revenu imposable. Ben, tu sais, rappelle-toi, là, t'as ton revenu de ce que je vais appeler première génération, disons. C'est le revenu que tu as gagné, mettons, de ton travail. Je comprends. Tu vas le mettre dans l'assurance, puis après, tu vas investir dans le REER en emprunt. Exactement ça. Rappelle-toi, je rajoute une étape. Puis, tu sais, mon réservoir principal, c'est ma police. Puis mes petits réservoirs secondaires, c'est mes autres endroits qui vont me servir. Ce rendement-là, en fait, dans mes autres petits réservoirs, vont venir juste remplir mon plus gros réservoir. Ouais. Puis, fait que tu sais, c'est ça. J'en pose ma question de bord plus simplement. Comment ça peut protéger, comment un tel produit peut te protéger du gouvernement, par exemple, quand tu parlais d'augmenter les taxes ou. OK. Ben, tu sais, on se rappelle, je ne sais pas si je le dis dans le premier podcast, mais tu sais, mon contrat d'assurance vie, il croit en tax deferred, là, en anglais, en impôt reporté. OK? Ouais. Bon. Ça veut dire que si je le décaisse, si je vide, je rajette ma police, je vends ma police à l'assureur, puis mettons, là, je ne veux pas rentrer dans le calcul, là, coût de base rajusté. Ouais, fait des chiffres. Là, mais, mais mettons que j'ai mis 500 000 puis est rendu à 1 million, là, ben, je vais être imposé sur le 500 000 total. OK? Ça, c'est si j'en. Mais si je m'efforce d'épargner puis de toujours venir remplir ma police puis de faire rouler mon argent, okay, mon rendement que j'ai fait dans le bleu, je l'amène dans l'orange, puis ben, ça va croître. Mais moi, quand je vais vouloir utiliser cet argent-là un jour pour dire, là, j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, puis ma seule source de revenus, ou une de mes seules sources de revenus, ben, je vais venir emprunter contre cette police-là parce qu'avec le temps, je vais avoir fait croître mon capital d'essai. La valeur va avoir augmenté parce que là, tu sais, il y a toute la mécanique de la prise de valeur qu'on pourrait passer 2 heures à se parler de ça, là. Mais bref, je vais venir emprunter contre cette valeur-là. Ce qui veut dire que cet emprunt-là n'est pas imposable. Il y a un coût à cet emprunt-là. Je ne suis pas en train de prendre de l'argent gratis. L'assureur me fait payer des intérêts pour emprunter ce capital-là. Par contre, je ne paie pas d'impôts. Ça veut dire que si, mettons, j'ai fait croître ça pendant jusqu'à mes 65-70 ans, puis là, j'ai ramassé un bon pot d'argent, puis là, je dis, bon, ben, moi, à chaque année, j'ai besoin de 50 000 $ libre d'impôts net. Ben, je vais emprunter 50 000 $ sans avoir l'intention de le remettre jamais. Ça veut dire que je vais avoir le contrôle sur ce capital-là. Je vais utiliser ce capital-là, puis c'est mon décès qui va régler la note de l'emprunt que je vais avoir. OK? Fait que ça, c'est une manière de mettre à l'abri pour mon utilisation à moi, mon contrôle à moi. Rappelle-toi que je mets beaucoup d'emphase sur, pour moi, un retour sur mon investissement qualitatif, c'est le contrôle sur mon capital. Ouais, c'est important. Là, je comprends bien ce que tu expliques. J'ai quelques questions. Ouais. Mettons que je n'ai pas de CELI, pas de REER. On va dire que j'ai mis tout mon argent dans la police. Juste pour simplifier le cas. J'arrive à la retraite,
puis on va dire que j'ai une valeur de rachat de 5 millions. Là. Fait que je peux emprunter X montant assez gros. Ouais. Fait que j'ai besoin de 50 000 pour vivre par année, je sors 50 000. Ouais. Fait que ce 50 000-là, il n'est pas imposable. Le Non. gouvernement ne le sait pas que j'ai Non. 50 000. Fait que ça peut avoir des avantages aussi pour tout ce qui est rente gouvernementale à la retraite, probablement. Fait que là, je retire le 50 000. Cet emprunt-là à ma propre banque a des intérêts. Ce que j'ai lu, là, puis on a parlé l'autre fois, là, c'est peut-être 6 là, je ne sais pas trop. Là. Fait que j'emprunte ça, je vis avec ça. Fait qu'au lieu de payer 40 d'impôts, 30 d'impôts, je paye 6 d'intérêt sur ce montant-là. Ouais. Fait que il y a cet avantage-là aussi. Je vis pendant 20 ans, puis là, je meurs. Puis là, il reste un montant X. Si j'ai cotisé 500 000 dans ma prime, je suis rendu à 4 millions, on va dire. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un 3,5 millions qui ne sera pas imposé pour l'héritage, puis il y a un 500 000 qui a été mis qui, lui, va être imposé. C'est ça? Non. Non. Le capital d'essai au complet va être versé en franchise d'impôt, OK? Libre d'impôt. Mais la balance de ce que tu dois, là, ce que tu dois le solde que tu dois à la personne à qui tu as emprunté cet argent-là. Okay. Fait que j'ai emprunté pendant 10 ans, c'est 500 000. Ouais. Fait que là, on va prendre le capital d'essai qui est versé libre d'impôt. On va payer le prêt. Puis toi, ta succession va recevoir la balance de ce qui reste libre d'impôt aussi. Fait qu'il n'y a rien d'imposable. Il n'y a rien d'imposable tant qu'on ne le sort pas, là, entre guillemets. Oui, si tu fais la stratégie jusqu'au bout. Exact. Puis tu sais, rappelle-toi, ici, puis là, peut-être qu'on revient à l'éducation financière encore une fois. Puis, on dit tout le temps comme l'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Oui, c'est vrai, mais pousse ta réflexion plus loin. L'ininterruption de la composition, c'est la 8e merveille du monde. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on vient emprunter? Parce qu'il y a des gens qui disent que mais je pourrais juste me prendre 50 000 dans mon CELI. Oui, mais rappelle-toi, moi, mon 50 000 continue de croître jusqu'à temps que je meure. Ouais, c'est ce qu'on avait parlé le 14 novembre, justement. Exactement. L'avantage, c'est que tu t'empruntes à toi, mais ton 50 000 il est encore dans le produit. Donc, il continue de faire peut-être du 4-5 alors que tu empruntes à 5-6 fait que c'est ça. Ouais. Exactement. Alors là, puis rappelle-toi, là, on est rendu loin dans la courbe de composition. Là. Si tu te rappelles une palette d'hockey de la composition, là, et plus tu vas être vieux, plus la palette d'hockey va être marquée. Ça veut dire que oui, toi, tu sors de l'argent d'un bord, mais il y en apparaît, entre guillemets, bien plus là, de l'autre côté. Là. Fait que là, tu sais, c'est cette partie-là qu'on est en train de jouer. Fait que là, tu sais, j'ai protégé des actifs d'un non-contrôle fiscal futur. Parce que je ne sais pas que ça va être comme mon imposition dans le futur. Ben, là, on est allé un petit peu plus loin dans justement encore le produit parce qu'on a hâte d'en parler, mais ça dans l'épisode 4, tout le monde, lâchez pas. Là, on va faire des cas un petit peu plus concrets de ce qu'on peut faire justement avec ce produit-là. Mais là, je comprends mieux comment ça peut protéger les actifs. Si jamais il y a un Willy, c'était quoi déjà le nom? Willy Sutton. Willy Sutton, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en a, au moins, ton argent peut être protégé. Exact. Le deuxième élément du troisième niveau de la fondation, là, on est au troisième niveau de fondation, le dernier avant de passer à accélérer le patrimoine, c'est la planification successorale. Qu'est-ce que tu as à me dire sur la planification successorale par rapport à ton approche? Ben, planification successorale, on se rappelle, moi je parle en termes de patrimoine. Fait que, là, on est très dans le transfert générationnel. OK? Puis, comme je dis, moi, c'est beaucoup plus le département de planif là, qui s'occupe de ça. Moi, je travaille conjointement avec eux, puis on essaie de se faire des belles structures. Là. Puis, chaque cas est vraiment différent parce que toutes les familles ont des histoires différentes. Là. Fait que, la planification successorale, c'est souvent, nous, on va partir, on va regarder le testament, puis on va dire comme, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient faire en sorte que, financièrement parlant, c'est pas ce que la personne légatrice voulait. Okay? Puis, le point que je veux faire, c'est que des fois, mettons, une famille reconstituée. Ou, je sais pas, moi, tu as un nouveau conjoint de 3-4 ans, puis tu as un certain patrimoine. Bien là, toi, tu as 2 enfants. Peut-être que l'autre parent n'est plus dans le décor,
Fait que là, tu veux dire comme, OK, parfait, moi, je veux que la personne, automatiquement, le REER va être roulé dans les mains de l'autre personne. Mais puis là, ben, peut-être que si elle décide de ne pas exécuter, puis elle a la maison, disons, puis elle décide de ne pas rouler les REER, mais peut-être que c'est ta succession qui va se ramasser avec une facture. Puis là tu sais, je le prends large, là. Ouais. Peut-être que c'est ta succession qui va se retrouver avec la dette que le conjoint aurait peut-être dû payer parce que lui, il a eu plus. Tu comprends? Fait que là, ça, c'est des choses que nous, on doit regarder, puis souvent, c'est pas que le notaire fait pas un bon travail, c'est juste que lui, financièrement, c'est pas un point qu'il va nécessairement regarder. Fait que c'est là qu'on peut commencer à dire comme, OK, parfait. Ben, tu sais, on va laisser ça légalement se passer, mais on va compenser le risque par de l'assurance, peut-être. Ouais, je comprends bien. Puis j'ai peut-être juste une petite question pour la planif successorale. Là, c'est pas mon expertise. Puis je sais que toi, tu travailles beaucoup avec Louis là, pour ça. Euh, la stratégie que tu proposais avec l'Infinite Banking, c'est beaucoup, je comprends qu'il y a un gros montant à la fin qui est non imposable. Mm. Cet épisode, j'ai résumé à la fin du mois de mai, parce que l'épisode qu'on enregistre va sortir plus tard, mais à la fin du mois de mai, j'ai un épisode qui va sortir une synthèse du livre de Bill Perkins, Die with Zero, donc meurt Ouais. avec $0. Ouais. Puis dans ce livre-là, on apprend à donner à nos enfants ou à nos proches, là, peu importe, ou à des œuvres caritatives, tout au long de la vie. Ouais. Le modèle donnant un gros montant à la fin quand tes enfants sont rendus à 65 ans, n'étant plus peut-être le meilleur modèle. Tu sais, on est mieux de les aider à des moments de leur vie où ils en ont beaucoup besoin. Comment on peut jumeler l'approche Infinite Banking pour avoir une planification successorale qui ne se fait pas juste à la mort, mais qu'on peut donner de notre vivant? Est-ce que c'est d'ouvrir nos produits pour nos enfants justement comme ça? C'est-tu d'arrêter à un certain âge de cotiser à notre police pour le donner à nos enfants? Comment qu'on peut jumeler un peu ton approche puis de ne pas juste donner un gros paquet de 6 millions à la fin non imposable à nos enfants? Ben, si toi, tu sais, on va en reparler là, des gestions des flux monétaires, tout Ouais. ça, mais si tu comprends l'approche d'épargner, puis de te comporter comme un banquier, puis tu es capable de pousser ça à tes enfants, cette idée-là qu'ils peuvent être le banquier, et ou que de jumeler leur police avec nos polices, puis en fait, on a un système de police qui est notre système bancaire, mais tu pourrais dire, parfait. Moi, là, plutôt que de laisser de l'argent dans le futur à mes enfants, je vais partir des polices sur eux. OK? Puis là, tu sais, regarde, tu l'as fait, ils sont jeunes. Puis, tu sais, plus ils sont jeunes, ben, plus il y aura une croissance future. Fait que, dans le fond, c'est un cadeau qui, si tu comprends aussi la composition ininterrompue, c'est un cadeau qui ne cessera jamais de croître. OK? Fait que ce qu'on pourrait dire, mettons qu'on a un grand-père qui dit, ben là, moi, là, entre guillemets, j'ai trop d'argent. Je veux pas mourir avec cet argent-là. Puis peut-être que des fois aussi, on va regarder comme, ouais, mais la facture fiscale au décès, si on laisse la balloune grandir, Ouais. mais peut-être que le coût fiscal va être plus grand au décès du grand-père que de dire, OK, je vais prendre certains montants à chaque année que j'ai plus de besoin parce que, je ne sais pas, moi, mes besoins de vie sont comblés. Ouais, je me verse un salaire de 100 000, j'ai besoin de 60, mettons. Là, mettons, puis tu sais, puis c'est ça, puis tu sais, là, le monsieur, il est assis sur, je sais pas moi, 2 millions, puis 2 millions-là, il fait une balloune d'impôt. Parce que plus la balloune grossit, plus il y a de gains, plus il y a, tu sais, puis bref. Fait qu'on pourrait dire, ben, tranquillement, grand-père, tu vas assurer tes enfants, puis tu vas assurer tes petits-enfants. OK? Fait que là, on va décaisser. Oui, on va en amener. Il va peut-être en avoir moins au décès, mais tranquillement, on va déjà prendre de l'avant sur la courbe exponentielle de la composition. OK? Fait que là, quand grand-père va mourir, si lui avait une police sur sa tête, le capital d'essai qu'il y aura, ben, c'est de ça que les parents ou ses enfants vont se servir pour nourrir ses polices, puis les polices des petits-enfants. OK? Là, on vient de créer du patrimoine à travers l'assurance vie, puis on foule l'assurance vie de l'autre côté. Puis ça permet quand même aux enfants de dire, écoute, si tu as besoin d'un financement pour t'acheter une voiture ou une rénovation sur ta maison, viens nous voir, le conseil de famille, là, entre guillemets.
on va prêter le 100 000. Ce 100 000-là, tu vas refaire un paiement vers notre système à nous. Ouais. On va récupérer les intérêts que tu aurais payés à quelqu'un d'autre. Tu les aurais payés à quelqu'un d'autre de toute manière. Tu les aurais payés à la banque. Là, tu es payé à la famille. Ouais. Tu les ramènes à la famille. Au décès de papa ou maman, c'est pas grave. Cet argent-là que tu as mis dans le système, il va te revenir, là. Fait que c'est un moyen de garder l'argent dans la famille. Puis, tu sais, il y a un super bon livre là-dessus par Garrett Gunterson, je l'ai proche ici. C'est What Would the Rockefeller Do? Je ne sais pas si c'est exactement ce que les Rockefeller j'ai déjà entendu le titre. Ouais. Mais c'est le principe de la cascade générationnelle. Puis c'est super intéressant. Puis ça en est une planification successorale qu'on fait fréquemment, là. Le grand-père va assurer ses enfants et ses petits-enfants, puis va commencer tout de suite à transférer, puis les enfants vont avoir accès à cet argent-là à travers des prêts. Mais on se rappelle, soit on paye de l'intérêt, soit on abandonne de l'intérêt, soit on récupère de l'intérêt. Est-ce que cette planif-là se fait, puis c'est ma dernière question, est-ce que ça se fait simplement dans le sens où, comme là, on va dire, j'ai ouvert à ma plus vieille son premier produit, mettons. Si dans 10 ans, mettons, elle est rendue à 18 ans, j'y donne le contrôle de sa police parce qu'elle est responsable et tout. Puis là, elle se dit, ben crime, je dégage des bons salaires, j'ai le goût d'en mettre plus. Est-ce que le même produit peut s'upgrader ou faut qu'elle ouvre un nouveau produit? Puis est-ce que c'est simple, finalement, que ces différents produits-là se parlent? Je ne sais pas si ma question est claire. Comme moi, là, encore là, on retombe à l'éducation financière. Moi, il va y avoir plein de points éducatifs. T'sais, moi, mes enfants, ils ont 1 an et demi, 5 ans. Là. Fait que, comme là, ils commencent à comprendre que les choses coûtent quelque chose. OK? Il y a 5 ans. Là, mais ce qui va arriver, c'est tu veux un vélo? Pas de problème. Je vais aller avec lui dans le portail. Je vais dire, regarde, le vélo coûte 1 000 $. Ben, tu vas devoir faire les tâches. Fait que là, il va commencer déjà à comprendre que quand on veut de l'argent, on vient voir le système bancaire des Gingras, puis papa, il t'a créé une cédule de repaiement. Fait que là, je vais lui enseigner l'utilisation du système par des petits volets d'éducation, là, de même, là, tu sais. Mais quand il va être plus vieux, il va comprendre que, un petit peu, j'ai pas assez d'espace pour stocker mon argent. Ouais, je vais me repartir un autre police pour stocker plus d'argent. Il n'y a pas de limite. Rappelle-toi la valeur humaine d'une personne, ben, tu peux t'assurer jusqu'à la valeur humaine. Fait que, je veux dire, il pourrait s'ouvrir un espace permanent de plusieurs millions là, s'il veut. Là. Fait qu'il n'y a pas de limite à ça. Mais tu sais, ça implique que ben, peut-être qu'une fois par année, 2 fois par année, puis, tu sais, là, je parle de ça, là, ça a peut-être l'air comme, oh mon Dieu, c'est sérieux. Mais peut-être que les actionnaires de la banque familiale se réunissent dans un party hot dog, puis on parle de nos avoirs, puis de nos actifs, puis de nos projets. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on est des tripeux de finances, là, mais. Non, mais tu comprends? Fait que là, comme, OK, on a je ne sais pas, total 3 millions en valeur de rachat. OK. Il y en a-tu qui ont des projets cette année? Il y en a-tu qui en ont besoin? Exactement. Ouais. Comment qu'on va les financer? OK, hey, parfait. On va le financer de même. C'est vrai. T'sais, ça ne l'empêche pas que tu as un paiement, là. C'est pas de dire, oh, je te donne 100 000. Mais c'est comment on va récupérer cet argent-là, puis il va rester dans la famille. C'est là la clé du patrimoine, la création, puis la protection du patrimoine. Puis tu sais, je pense que c'est comme on se réunit puis on se parle des élections puis on se parle d'affaires qui nous touchent pas super dans nos vies plus on parle de ci de ça. Mais Christy, parlons-nous de notre famille à nous puis de nos avoirs puis de comment on va. C'est pas mal, c'est dire oh, c'est vraiment capitaliste. Non, c'est pas capitaliste, c'est juste de dire jouer le jeu qui t'est donné. Ouais. C'est exactement ça. Mais on revient à l'éducation financière. Pour réussir à créer ça, il faut que très jeune, tes enfants soient à l'aise de parler d'argent, ta conjointe. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, puis je pense qu'il ne faut pas être gêné de. Tu sais, moi, chez nous, là, mes parents étaient. Je ne veux pas dire qu'on était riches. Mon père avait des entreprises, on était à l'aise, tu sais.
Mais c'était comme, ouh, on savait pas trop comment papa faisait d'argent, puis que, tu sais, on savait qu'on allait en vacances à chaque année, puis que mon père avait un beau char, mais au-delà de tout ça, mais je pense que c'est important de savoir comment qu'on a, comment il sort, comment il rentre. Ça tombe un peu dans la conscience financière, tu sais. Fait qu'en tout cas, 100% d'accord. Puis comme j'avais dit l'autre fois, je trouve que c'est un bon produit pour justement ouvrir les discussions. Tu sais, de jaser d'argent, voici le produit que tu as, voici comment il fonctionne, ça t'oblige un peu à t'intéresser à tes affaires. Fait que Simon-Pierre, on va terminer l'épisode là-dessus, l'épisode 3 sur protection des actifs et planification successorale. Donc, tout le monde, on se retrouve dans un mois environ pour le prochain épisode 4, où on va parler là de gestion du flux, de stratégie d'investissement. Donc, comment, un coup que notre fondation a été construite avec tout ça, comment qu'on peut faire fructifier notre patrimoine. Fait que, on se retrouve dans le prochain épisode, tout le monde. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.